Donc là, ça y est, on n'avance qu'avec le vent. On a enlevé le moteur et c'est le vent qui nous permet de remonter le courant. On peut un peu toucher du doigt la façon dont naviguaient les mariniers avant, c'est-à-dire avant l'arrivée du moteur qui a drastiquement changé nos manières de se déplacer et d'envisager la temporalité aussi. Donc, quand on naviguait avec le vent, eh bien, on savait à peu près quand on partait, mais on ne savait jamais quand est-ce qu'on arrivait. Quand on navigue à la voile, en fait, on est obligé de se mettre à la vitesse du fleuve, à la vitesse du milieu, et on fait avec, et c'est ce que je trouve génial dans la pratique de la voile. Tu dois réagir quand même, tu dois agir, tu dois comprendre ce qui se passe autour de toi, mais il y a certaines choses sur lesquelles tu n'as plus la main. Donc tu te fais embarquer. Je m'appelle Romane, j'ai 24 ans, je suis guide pilote et animatrice, plutôt sur le milieu ligérien. Je pilote des bateaux d'inspiration traditionnelle de Loire, donc bateaux à fond plat, voile carré, et je navigue principalement en ce moment en Touraine. Ici, on se trouve à Rochecorbon. Rochecorbon, c'est une commune en rive droite, donc au nord de la Loire. On a quelques traces de l'être humain, mais on est quand même dans cet écrin de nature, cette diversité de paysages, en tout cas cette diversité de milieux qu'on trouve sur la Loire, qui est aussi liée à l'irrégularité en fait de la topographie. C'est-à-dire qu'à certains endroits, comme sur notre gauche par exemple, on est sur une zone de dépôt des sédiments. Et ici, on a un banc de sable, ce qui serait plutôt propice à l'installation, à la nidification d'un oiseau qu'on appelle la sterne, qui a besoin, elle, d'un banc de sable dans lequel elle va pondre ses œufs directement. C'est un oiseau qui ne fait pas de nid, donc qui n'aura pas besoin de ce qu'on voit par exemple à droite. À droite, on est sur une île qui est assez haute, qui dépasse là de la surface de l'eau de 2,53 m. Une île qui a au moins 400 ans. Et si on regarde, en fait, on a une végétation qui est plus diverse en termes d'essence d'arbres que les berges, que la ripisylve. Parce que cette île, elle est plus haute, donc elle est moins balayée par le courant, moins balayée par les eaux. Et donc en fait, les arbres ont le temps de s'installer. Les graines ont le temps de s'établir, de grandir et de devenir chênes, ormes, frênes. Alors que dans la ripisylve, ou même sur les îles beaucoup plus basses, les arbres ont les racines dans l'eau. Et donc là, on a les essences qui apprécient avoir les pieds dans l'eau, à savoir plutôt le peuplier et le saule. Et c'est ça qui m'intéresse en fait, c'est par la pratique de la voile, être en capacité de comprendre l'environnement et le milieu qui t'entoure et de comprendre quel impact va avoir un arbre à un endroit et en fait est-ce qu'il a un impact ou pas, est-ce que le caillou qu'on va voir sur notre droite, il va aussi avoir un impact sur la navigation. Et c'est ça en fait que je trouve... en tout cas qui moi m'anime dans ma pratique de la navigation, à la fois en Loire mais aussi en mer, c'est d'avoir cet accès à la compréhension des éléments pour comprendre moi aussi comment fonctionner avec. Pour naviguer ici, en fait, on est obligé de faire attention à la surface de l'eau. C'est d'ailleurs comme ça qu'on se repère parce qu'en fait, là, on est sur une portion de la Loire qui n'est pas classée par les voies navigables de France. Donc, on n'a aucun balisage ni aucun entretien particulier qui est fait pour la navigation. Donc, pour se repérer, on est obligé d'avoir cette attention constante et la surface de l'eau, que ce soit avec les variations de couleurs. Voilà, si on a une eau qui est plus sombre, c'est-à-dire qu'a priori, il y a plus de fond à cet endroit-là, là où ça va être plus clair, c'est que probablement il y a un banc de sable assez proche, donc on va essayer d'éviter ces endroits. Mais on a aussi la surface de l'eau par les remous, les frisottis qu'on peut apercevoir, qui nous donnent des indications. Un peu plus bas, là, en sortant du port, on a plusieurs endroits où on a des gros remous, parce qu'on a des troncs qui sont venus se loger durant le printemps, parce qu'on a eu une montée des eaux qui a permis à ces troncs d'être charriés par le courant.
Et en fait, il faut qu'on fasse hyper attention à ça, d'autant plus qu'en ce moment, les niveaux sont en train de redescendre. Donc on a des obstacles encore plus près de la surface de l'eau. Ce qui me plaît, c'est qu'on peut utiliser ces bateaux de différentes manières. On est à la voile, mais on peut utiliser la bourde, qui est cette grande perche qu'on plante dans le fond de la Loire. Et moi, c'est ce qui me plaît, c'est de pouvoir me déplacer dans un milieu en ayant le moins d'impact possible, et à savoir en ayant la possibilité d'utiliser un autre moyen de propulsion que le moteur. Salut Michel! Salut! La Loire, elle est balisée là jusqu'à Saumur et au-dessus, elle est plus balisée. Donc là, c'est un peu plus compliqué de naviguer, surtout quand il n'y a pas beaucoup d'eau. Donc il faut avoir une certaine habitude, il faut avoir une certaine connaissance. Bon, ça s'apprend, mais c'est pas simple. Je m'appelle Patrick Leclève, je navigue sur des bateaux traditionnels de la Loire qui étaient utilisés pour transporter les animaux, les foins, les roseaux. Donc on navigue à la voile et éventuellement aussi avec des avirons en se s'aidant avec les marées. Pour naviguer sur la Loire, l'idéal c'est les bateaux à fond plat, puisque c'est des bateaux qui calent très peu d'eau. Donc avec ces bateaux, nous pouvons passer dans des hauts fonds. Ces bateaux calent 50 cm, c'est à peu près tout quand ils ne sont pas en charge. Et à la voile, il faut quand même que le vent soit dans la direction contraire à celle que nous voulons emprunter. En plus que c'est des bateaux qui sont équipés de voiles, mais ce ne sont pas des voiliers, donc ils ne peuvent pas remonter au vent, comme on le fait avec des bateaux qui ont des dérives ou des quilles. Donc il faut des vents portants. Alors on peut naviguer vent de travers, ou vent trois quarts, ou vent arrière. Mais dès que ça dépasse le vent de travers, et encore c'est un peu limite parce que ça dérive énormément, nous ne pouvons plus naviguer. Donc on est sur la Loire, là, on est rendu du côté de Mauves, nous sommes partis de bonne heure en fin de matinée et nous avons remonté la Loire jusqu'à Mauves, ça se trouve un petit peu en amont de Nantes. Il faut savoir qu'il y a des ponts, autrefois il n'y avait presque pas de ponts et il faut faire attention aux ponts parce que nos mâts ne passent pas sous les ponts, donc il faut affaler la voile, il faut affaler le mât. Il y a aussi les lignes à haute tension qui des fois traversent la Loire qui ne sont pas très hautes, alors là c'est encore aussi un autre danger, même plus que les ponts, il ne faut pas taper dedans parce que sur un bateau qui fait 100 mètres carrés de voile ou 120 mètres carrés, on a des mâts qui arrivent à 12, 13, 14 mètres quoi. Donc ça fait quand même une belle hauteur. Ils n'ont jamais désappris. C'est un fleuve qui a la particularité d'être alimenté par plusieurs bassins versants, des rivières qui viennent du Massif central, par exemple. On dit parfois que la Loire est le dernier fleuve sauvage d'Europe. Alors c'est une affirmation qui a un caractère spectaculaire. Il y a plusieurs arguments qui peuvent être avancés. D'abord, l'aspect sauvage qui peut être évoqué par le fait que c'est un fleuve qui a de très fortes variations de débit dans l'année, qui peuvent gêner la navigation, qui s'est manifesté également par des crues dévastatrices par le passé. Le caractère sauvage doit être nuancé, même si par la diversité des régions traversées, il y a également une grande diversité biologique. Je suis Bruno Commental, géomorphologue, enseignant-chercheur à l'Université de Nantes. Cette section aval de la Loire, alors
que l'on peut même différencier entre la section Angers-Nantes d'une part et la section de l'estuaire à partir de Nantes, est différente des sections d'amont, d'une part par la pente, le régime fluvial qui est un régime torrentiel lorsque la Loire parcourt le massif central. La Loire aval, elle, transporte essentiellement des sables et des limons. La section qui est comprise entre Angers et l'estuaire se différencie également par le type de relief traversé, puisque c'est à partir d'Angers que la Loire force le massif armoricain, traverse le massif armoricain. Dans cette partie, elle est orientée globalement d'est en ouest. Alors plus particulièrement entre Angers et Nantes, elle est plutôt orientée en direction du sud-ouest. Le fleuve s'écoule en direction du sud-ouest ou de l'ouest-sud-ouest. Et puis à partir de Nantes, vers l'estuaire, elle s'infléchit très légèrement vers l'ouest-nord-ouest. L'influence se fait sentir essentiellement par le vent qui a longtemps conditionné la navigation sur la Loire. Et donc on a, en particulier à Nantes, on a deux grandes directions dominantes à l'échelle de l'année qui sont la provenance des vents du sud-ouest et puis provenance des vents de nord-est. Alors nord-est ne concerne pas directement cette navigation sur la Loire. Donc on peut considérer qu'on a, avec le rétrécissement de l'estuaire, une sorte d'entonnoir dans lequel les vents peuvent éventuellement se concentrer. Historiquement, les vents dominants, c'était les vents d'ouest. C'est ce qui a permis l'essor de la marine de Loire et ce qui a permis en fait que les bateaux remontent à la voile. Selon certaines informations que j'ai, on avait a priori, je parle de ça, 17e, 18e siècle, c'était vraiment l'apogée de la marine de Loire. On avait les vents dominants 200 jours par an à peu près. C'est ce qui permettait aux bateaux de remonter jusqu'à Orléans, parce qu'après Orléans, la Loire fait un coude et on ne peut plus utiliser le vent d'ouest. Mais en fait, les conditions climatiques changent et le vent d'ouest, on l'a... Je ne sais pas si c'est pas plus autant qu'avant, mais par exemple, je crois que l'année dernière, on a eu pas mal de vent d'est. On n'a pas énormément sorti la voile l'année dernière, alors que cette année, un peu plus. Souvent, le vent d'ouest est accompagné de pluie et il s'avère que cette année a été une année assez pluvieuse, donc on est content d'avoir de la pluie parce que qui dit vent d'ouest très souvent dit pluie et donc qui dit pluie dit voile. Autrefois, les vents, ils étaient surtout de nord, nord-ouest, ouest, sud-ouest, donc c'était des vents importants pour les bateaux qui remontaient la Loire. Mais si par malchance il y avait des vents contraires, ils attendaient que le vent tourne, ils n'avaient pas le choix. De toute façon, quand ils remontaient avec des convois de trains de 4-5 bateaux, chacun, dans les plus gros, chargé à 30 tonnes, vous savez, ils avaient un peu de halage dans certains coins, mais bon, c'était surtout le vent qui les faisait remonter. Ils attendaient quelques jours là où ils étaient pour que le vent tourne et de façon à continuer leur périple. C'est pour ça que on retrouve des fois dans certaines villes des vinaigreries, des choses comme ça, parce que le vin, donc, en plein été, il tournait, donc il le revendait non pas pour boire, mais pour faire du vinaigre. Il faut savoir que ces bateaux, c'est tout, c'est des petits bateaux, donc c'est des bateaux de transport locaux. Ils n'allaient pas loin, c'est pas des bateaux qui remontaient à la Loire. Petit transport parce que petit volume. Chez nous, on a des marées, donc marée descendante, marée montante. Donc on pouvait partir avec les avirons parce que quand le bateau était chargé à tout l'intérieur avec les animaux, on pouvait nager, on dit nager avec des avirons. On pouvait nager à 4 rameurs sur l'avant du bateau et laisser tout le milieu du bateau pour mettre les animaux. Les dernières toues qui étaient construites fin du 19e siècle, elles étaient beaucoup plus grosses que les bateaux qui étaient construits au début du 18e siècle. Parce que les besoins n'étaient pas les mêmes. En fin de compte, les charpentiers construisaient les bateaux en fonction des besoins des gens. Si les gens avaient besoin de transporter un petit volume, ils leur demandaient un petit bateau. Et au départ, on ne transportait pas les animaux dans notre région. Et les îles, elles servaient juste pour la culture des roseaux. Le transport des animaux, c'est venu plus tard. Donc les toues ont changé, sont devenues plus longues, plus larges. Ils les ont adaptées pour pouvoir transporter des animaux et des roseaux et des foins.
Il y avait le sel aussi, qui a été une grosse entreprise dans la navigation. C'était la seule façon de transporter les marchandises. C'est pour ça qu'il y avait plus de trafic. Et quand il n'y avait pas suffisamment d'eau, la navigation s'arrêtait. Carrément. Il n'y avait plus de trafic. Ils attendaient que les pluies viennent en septembre pour recommencer le trafic de navigation. À la descente, les bateaux n'utilisaient jamais la voile. À la descente, ils descendaient soit seuls, soit à couple. Et ils utilisaient seulement la force du courant. Donc ils étaient pas très manœuvrants, mais jamais à la voile à la descente. Ça allait trop vite parce que vous avez le courant qui vous pousse, plus la voile, ça allait trop vite. C'était compliqué à faire les manœuvres, surtout que la Loire, il faut savoir qu'à cette époque, la Loire, elle était très encombrée. Il n'y avait pas que les mariniers. Il y avait aussi les meuniers, il y avait les pêcheurs, il y avait du monde sur la Loire. C'est pas comme aujourd'hui où il n'y a plus grand monde sur la Loire. Donc là, du coup, je vais coudre en assemblant deux laits ensemble. Je m'appelle Marion Clément, je suis voilière sur les bords de Loire et je fais que des voiles de Loire exclusivement. Hop. Nous sommes à l'atelier clandestine à Berthenay. Voilà, directement là où se fabriquent les voiles. Le lieu se situe du coup dans une grange au premier étage. Donc j'ai la chance d'avoir un espace très agréable et ouvert. Donc là il y a un début de voile par terre, on va dire ça. Il y a un début de travail par terre d'une voile qui va se faire où j'ai coupé les laits, puisque du coup pour fabriquer en fait la voile, moi j'achète le tissu en rouleau. Et ensuite, je vais du coup couper les laits à la bonne longueur qu'il me faut. Et il va falloir que je les assemble les unes aux autres. Donc des fois, il y en a 3, 4, 5. Ça va dépendre en fait de la grosseur de la voile. Et après, il y aura dessus tout le travail où il faudra coudre les renforts, coudre la prise de riz, la ralingue, les œillets, etc. Donc c'est un travail qui va prendre en fonction de la taille des voiles entre 15 et 3 semaines à peu près. Je fais de la voile carrée, donc qui est vraiment la voile traditionnelle de Loire. Je ne fais que ces voiles-là, déjà parce que c'est ce qui me plaît. Enfin, la voile un peu traditionnelle, c'est l'objet en lui-même me plaît. Je fais aucune voile en fait à l'avance. Je réponds que à des commandes. Chaque voile va être adaptée au bateau. C'est-à-dire que la voile est calculée vraiment en fonction de la taille de la coque, de la hauteur de mât, de la hauteur de bordée, etc. C'est du sur-mesure. Je suis arrivée à ça parce que moi j'ai toujours grandi en bord de Loire. À la base, je suis d'Orléans, de la campagne, donc j'ai toujours eu la Loire à côté de moi. Je suis arrivée à Tours pour mes études, mais du coup, la Loire faisait partie plus du décor. J'avais pas forcément un lien, en tout cas, avec la Loire.
Et puis je suis arrivée il y a 10 ans sur ce terrain, en bord de Loire. Et avec, à l'époque, mon ancien compagnon qui avait un bateau avec un moteur. Lui, étant breton, connaissait la navigation à la voile et donc on a voulu s'y mettre. Et puis en fait, les voiles de bateau sont assez chères. Enfin, c'était pas en tout cas dans notre budget. Et moi, quand j'étais enfant, je faisais ma grand-mère m'avait appris à faire de la couture. Et donc, on s'est lancé dans l'idée que je couds la voile. J'ai plaisir à faire des voiles parce que alors j'ai toujours aimé bricoler de mes mains, j'ai fait du tricot, j'ai fait du crochet, j'ai fait plein de trucs différents. Et quand j'ai fait ma première voile, j'ai eu l'impression de réunir toutes ces activités en un seul objet qui en plus est un objet entre guillemets un peu rustre. C'est de la grosse toile, c'est du gros cordage et j'aime pas forcément travailler dans la minutie. Puis je trouve que l'objet en lui-même, il est beau. En fait, il est magnifique de voir des voiles effectivement qui ont plusieurs années, qui ont du vécu, qui travaillent avec la lumière, qui travaillent avec le vent, qui des fois sont déchirées avec des patchs dessus. Enfin, et puis, je les fabrique vraiment avec le propriétaire. Pour moi, c'est un peu comme si elles avaient une histoire, parce que chacun va me dire, moi j'aimerais ça à cet endroit-là. C'est un vrai lien avec le propriétaire du bateau. Et j'aime bien fabriquer des trucs qui servent à quelque chose et voir passer un bateau avec une voile et qui remonte la Loire, c'est juste l'image, elle est magnifique. Et de savoir que je peux participer à ça, ça me fait plaisir. Je suis au service du vent. Et c'est chouette de voir passer un bateau et de se dire tiens, celle-là c'est moi qui l'ai faite, c'est plutôt cool, et de voir le travail, de voir qu'elle fonctionne, le fait de voir qu'il y a des gens qui se déplacent avec, c'est hyper chouette quoi. Je suis fière. Et puis je trouve ça assez humble en fait. On maîtrise pas le vent et du coup j'ai l'impression que quand on utilise la voile, on se met un peu au niveau de la nature quoi. Il y a un truc, on n'est pas juste nous tout puissants à effectivement pouvoir se déplacer comme on veut quoi. Une humilité de non-maîtrise. On navigue pas de la même manière ici en Touraine qu'à partir d'Ancenis où on est soumis à la marée et puis après jusqu'à l'estuaire. Moi j'ai plus l'habitude de naviguer ici que sur la partie maritime plutôt du côté de l'estuaire. Donc j'ai peut-être aussi des réflexes et des connaissances de l'endroit que j'ai pas parce que j'ai pas assez navigué là-bas. On entend très souvent la Loire c'est un fleuve dangereux, faut pas se baigner, y a des sables mouvants. En fait, juste non, il n'y a pas de sable mouvant dans la Loire. Et je pense que cette info est hyper importante. Effectivement, la Loire c'est un milieu naturel, donc c'est un milieu dangereux. Mais si on apprenait peut-être, ou si on nous donnait aussi les infos un peu plus sur qu'est-ce qui fait les dangers de la Loire, ça éviterait peut-être certains éléments dramatiques. À mon sens, il y a 2 dangers. Le courant qui est effectivement très important et ce qu'on appelle les culs de grève qui sont apparentés au sable mouvant. Parce que le sable mouvant, c'est l'élément qu'on connaît. Un cul de grève, c'est quoi ? C'est un banc de sable dont la fin s'arrête de façon très nette, c'est-à-dire qu'on n'a pas une pente douce qui continue sous la surface de l'eau, mais on a une cassure, à un moment une césure vraiment très nette, et on peut passer d'un banc de sable qui dépasse à peine la surface de l'eau à parfois 1,50 m, 2 mètres de profondeur. Voilà, c'est très variable selon le cul de grève sur lequel on se trouve.
Et en fait, quand on pratique la Loire parfois et qu'on la connaît pas, eh bien, on peut imaginer que le fond est égal partout. Sauf qu'en fait, quand on marche à cet endroit-là, eh bien, ça s'effondre sous notre poids. Quand on connaît pas, l'image à laquelle on rattache ce qu'on est en train de vivre, c'est le sable mouvant. Donc ce phénomène d'aspiration au fond, là, qui nous entraîne dans le fond. Là, sur la Loire, c'est pas ça. En revanche, effectivement, on a du courant dans la Loire, donc les bancs de sable sont déplacés, et notamment parfois d'une montée des eaux à l'autre. Typiquement, pour te donner un exemple, l'année dernière, on passait à un endroit, il y a eu une montée des eaux très rapide, on a pris quasiment 1,50 m en 3 jours. Les niveaux d'eau sont descendus aussi rapidement, et en fait, il y avait un banc de sable à un endroit qui, à la suite de cette montée des eaux, s'est déplacé de 4 à 5 mètres. Donc, voilà, là, on avait un déplacement assez visible du banc de sable, mais on a aussi des déplacements beaucoup plus invisibles quand les niveaux d'eau sont plus bas. On voit vraiment les grains de sable se déplacer, on les voit se détacher de certains morceaux de banc de sable. Et oui, ça se déplace en ce sens. C'est mouvant en ce sens, mais on n'a pas de sable mouvant qui nous entraîne infiniment et dangereusement dans le fond. Mais oui, c'est aussi pour ça qu'on doit adapter notre navigation. Et qu'on est d'autant plus vigilant après une montée des eaux, parce qu'on sait que comme les eaux sont montées, l'eau a eu plus de force, ce qui a permis à des éléments d'être charriés, au sable d'être déplacés. Et ouais, on a une vigilance encore accrue à ce moment-là. Ouais. Là, en ce moment, on doit avoir un courant qui est entre 7 et 10 km/h, je pense. Donc on est obligé de prendre ça en compte quand on navigue. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire une manœuvre de la même manière quand on est face au courant ou quand on a le courant avec nous. Donc là, on remonte quand même ce courant à la voile. Quand j'emmène des passagers, c'est relativement souvent une surprise de se dire « Ah ouais, il y a quand même beaucoup de courant et on arrive à remonter la Loire. » Ouais. ouais, ça fonctionne et on n'a pas besoin d'essence. Quand même fou, on fait pas de bruit, on est là, on a un bateau qui fait 12 mètres, une voile qui fait quasiment 30 mètres carrés, un petit peu plus. Et on a l'impression de faire partie complètement de ce milieu. Je parle doucement comme ça. Et ouais, le courant dans la Loire, il est assez important, c'est aussi d'ailleurs ce qui en fait un élément dangereux. Les courants de la partie basse de la Loire sont conditionnés par l'écoulement général vers l'océan et également en partie par les marées. Alors en partie, c'est-à-dire jusqu'à Ancenis, grosso modo, mais pas jusqu'à Angers. Les remous que l'on peut observer dans la partie aval de la Loire, pas seulement dans l'estuaire, même légèrement en amont de Nantes, sont liés justement à la difficulté d'homogénéiser deux masses d'eau qui sont différentes, donc la masse d'eau fluviale de l'eau douce et puis la masse d'eau marine salée, qui a plutôt tendance à pénétrer en coin sous l'eau douce. Et donc on a un mélange qui finit par se faire, mais un mélange qui se fait difficilement, d'où ces remous. Ces remous sont surtout dans cette partie de la Loire qui n'est pas l'estuaire, qui est à l'amont de Nantes et qui est très peu naviguée aujourd'hui. Le danger des remous, c'est quand les remous se font en période de hautes eaux. Parce qu'on a une grosse dynamique qui peut effectivement amener les embarcations, quand ce sont des embarcations légères, à tourner sur elles-mêmes. Le fond du lit est relativement mobile. Il y a des alternances de seuils et de creux, de mouilles. La mobilité de ce fond est largement due en fait à la charge alluviale qui est véhiculée par la Loire, qui est essentiellement sableuse, limoneuse, argileuse, donc argileuse extrêmement fine. Et c'est une particule qui est composée de feuillets. Et en présence d'eau salée, il va se produire des phénomènes physico-chimiques qui vont amener les particules d'argile à s'agréger. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène de flocculation des argiles que l'on trouve dans tous les estuaires. On retrouve également ça dans l'estuaire de la Gironde, par exemple, y compris à Bordeaux. Et donc cette charge vaseuse est particulièrement surveillée pour les conditions de navigation dans l'estuaire, éventuellement les conditions d'approvisionnement en eau potable également. En fait, les gens ils connaissent leur secteur. Les gars là qui sont descendus, depuis Montjean, la Poissonnière, Tours, exact.
Et autres, ils sont habitués à naviguer là où il n'y a pas de marée. Moi, je suis à naviguer dans l'estuaire, donc il y a des marées, donc on connaît nos terrains de navigation. Et donc on sait ce qu'il faut faire pour mettre un bateau au mouillage, pour laisser un bateau à un certain endroit, pour qu'il n'y ait pas d'avarie. Ça peut arriver, hein, l'avarie, on n'est pas à l'abri de rien, mais bon, quand on connaît, déjà, ça facilite les choses. Bibi, tu m'entends ? Bibi. Le vent est bon pour naviguer, porte la bouline à l'étel. Le vent est bon pour naviguer, porte la bouline à l'étel. Allons, je l'écoute, pèse la marne, prends ton boîte de galarne, bout de balebret, porte la bouline à l'étel. Bout de balebret, porte la bouline à l'étel. Le chaland, le soubre et le tiro, ça fait bien 3 jolis bateaux. Le chaland, le soubre et le tiro, ça fait bien 3 jolis bateaux. À la carrée, le pichet roule, les mariniers arrivent en foule. Bout de balebret, porte la bouline à l'été. Bout de balebret, porte la bouline à l'été. Les gabarres chargés à plein bord des marchandises de nos ports. Les gabarres chargés à plein bord des marchandises de nos ports. Lâchons le tuffeau, les ardoises, le vin qui met le cœur à l'aise. Bout de balebret, porte la bouline à l'été. Bout de balebret, porte la bouline à l'été. Qui a composé la chanson? 3 mariniers gais compagnons. Qui a composé la chanson? 3 mariniers gais compagnons. Plantant les bâtons, vidant les verres, bout avalant à la grande boire. Bout de balebret, porte la bouline à l'été. Bout de balebret, porte la bouline à l'été. Le renouveau des bateaux sur la Loire est arrivé dans les années 88 et il y a quelques gens qui se sont intéressés à ces bateaux traditionnels et puis qui ont commencé à en refabriquer. Il a fallu réapprendre à naviguer avec les voiles carrées, parce que tout était disparu, aussi bien la façon de faire les voiles, la façon de gréer les bateaux, la façon de s'en servir. Et puis petit à petit, il y a eu un engouement, donc il y a plein de petites associations qui se sont créées. Et au départ, il y avait 2 ou 3 associations, c'est tout, même pas 2 associations. Et il n'y avait pratiquement pas de structure. Et puis maintenant, entre Decize et Nantes, il y a 50 associations. C'est intéressant de voir quelle pratique on a de la Loire et qui pratique la Loire et comment. Le renouveau, c'est beaucoup fait par l'intermédiaire de la construction du bateau. Typiquement, la construction, c'est lié, c'est genré, masculin. Une femme, elle fait pas de la construction de bateau. Elle va aller faire d'autres activités, peut-être liées à la navigation, mais en tout cas, pas la construction. Donc, la construction, puis ensuite la navigation, a fait que les femmes ont été mises en retrait de cet espace-là. Aujourd'hui, avec aussi la société, je pense que ça change complètement. Tu vois, l'année dernière, on a fait une grosse navigation de Saint-Jean-de-Boiseau jusqu'à Orléans. Et on a eu 25 bateaux présents sur l'événement. Et en fait, c'était une population qui était en fait assez jeune et assez mixte en termes de genre. Et les femmes, on n'était pas seulement cantonnées à préparer la bouffe, nettoyer, enfin tu vois, voilà, ces trucs un peu clichés que je suis en train de te dire. Voilà, on est à la barre, on est à la bourde, on fait de la voile et en fait c'est ok, c'est comme ça. Aujourd'hui, on n'a plus envie d'être, je dirais, mise de côté et assignée, enfin c'est pas mise de côté, mais plutôt en fait assignée à des tâches qui nous intéressent pas ou plus. Et oui, on a vraiment envie que on a envie de naviguer quoi. Si toute notre vie on la passe à entendre qu'on n'est pas capable et qu'on peut pas faire et qu'on nous arrache un bout des mains, la bourde des mains parce que sous prétexte qu'on est une femme, bah forcément on s'entraîne pas, on n'y arrive pas. Et en fait on se rend compte qu'à plein de moments quand on est une femme, on laisse très facilement un homme prendre la place à la barre parce que c'est un peu établi. Mais ça se retourne et c'est vraiment chouette. Et face à certaines personnes, t'es obligé de t'expliquer plus et t'es obligé de dire plus fort non, en fait c'est moi qui fais parce que j'ai les connaissances et j'ai les compétences, tu vois. Là où, ah bah ouais,
Là où des fois, tu vois, moi, ça m'arrive en balade, on voit que je suis une femme, voilà, et on veut faire à ma place. Et en fait, t'es là, mais mec, je t'ai rien demandé, tu vois, genre, juste c'est mon métier, assis-toi, et après, ou alors, propose ton aide différemment. C'est drôle parce que c'est une discussion qui revient souvent entre collègues, savoir, voilà, mais il m'est arrivé ça aujourd'hui, est-ce que vous, ça vous arrive, les gars, tu vois? Genre, est-ce qu'on vous arrache le bout des mains quand vous faites un truc? Est-ce qu'on vous propose de l'aide autant qu'à moi? Est-ce qu'on vous coupe la parole autant? Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. Là, je vais me rapprocher du mât en tant qu'on m'a défait la gueule. Pardon. C'est un pliage assez précis parce qu'il faut que ça aille vite, plus ou moins. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait quand même le côté esthétique qui est à prendre en compte. Donc, je ne range pas la voile n'importe comment. Il faut qu'elle ait au final, le rendu final, ça va ressembler à un joli croissant. Voilà, ça va être, c'est l'objectif à chaque fois. Un plaisir assez savoureux à naviguer et en fait qui ne s'arrête pas, qui ne se tarit pas. On est obligé d'être toujours à l'écoute du fleuve, à l'écoute, on est obligé de regarder, ça déploie les sens. La vue, beaucoup quand même, c'est pratique pour savoir où est-ce qu'on doit emmener le bateau. Mais l'ouïe, c'est aussi vachement important parce que ça te permet de repérer auditivement où est-ce que tu vas pouvoir trouver un martin pêcheur, quels oiseaux tu as autour de toi. Et puis là, tu vois, typiquement, on navigue à la voile et on entend dans les arbres quand il y a une risée qui arrive. Donc on se dit super, ça va être le moment où ça va être un peu plus sportif, en tout cas peut-être un peu plus animé plus que sportif. La Loire, on est tombé dedans quand on était gamin, donc on est né, on vit un peu je dirais pas en autarcie avec la Loire, mais bon, on aime notre fleuve et quand on est sur l'eau, c'est vraiment un dépaysement, c'est beau en plus, il y a des beaux paysages, il n'y a pas de bouchons, donc c'est un avantage par rapport aux routes. Et on est bien, on va au gré des vents, des courants, c'est un vrai plaisir de naviguer sur la Loire, sur nos bateaux. On ne fait pas de vitesse, sur des bateaux, il y a des bateaux qui passent, qui font des bateaux hors bord qui vont à toute vitesse. Je ne sais pas quel plaisir ils ont. Ils n'ont même pas le temps de voir s'il y a un canard, s'il y a un héron sur le bord, ou s'il y a un martin pêcheur qui va passer sur les berges, il n'a pas le temps de le voir. Tandis que nous, on a le temps d'observer la nature. On observe les herbes, on observe les arbres, on observe les oiseaux, on observe les mammifères qui vivent sur la Loire aussi. Ça, c'est un plaisir. Sur la Loire, il y a du paysage. Quand vous êtes en mer, vous voyez que de l'eau. Celui qui est observateur, il y a plein de choses à observer. Il faut savoir le faire. C'était Voile sur Loire, avec Romane Picard, Patrick Leclève, la voilière Marion Clément et le géomorphologue Bruno Commental. Réalisation Aurélien Frances. Une production de Silence Podcast avec le soutien de la ville de Nantes.